Bonjour et bienvenue sur Radio Philo, la radio où les questions ont plus d'importance que les réponses qu'on leur trouve. Il y a deux personnes qui tiennent la barre. Moi, Rémi, éternel étudiant de la vie qui ne sait qu'une chose, c'est que je ne sais rien. Et moi, c'est Simon, ancien prof de philo reconverti dans le coaching. Et c'est tout. Ok, super, merci Simon. Et aujourd'hui, on vous propose de parler de technologie. Et la première question que je voudrais te poser, Simon, c'est qu'est-ce que la technologie? C'est une excellente question, Rémi. La technologie, en dehors de la matière qu'on avait au collège pour faire des porte-clés lumineux, les plus anciens s'en souviendront, ça va être très difficile de vraiment dire ce qu'est la technologie, mais on pourrait déjà parler du fait que dans la technologie, il y a le mot technique, mais que du coup, la technologie, on pourrait voir que c'est l'utilisation d'outils comme média en vue d'une certaine fin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Euh, Si on prend le cas d'un... Parce que souvent, quand on pense technologie, on pense tout de suite quelque chose d'informatique, artificiel, des objets un peu plus complexes. Euh, alors que je pense qu'on pourrait étendre la technologie à, par exemple, j'aime bien prendre toujours d'un point de vue de l'histoire de l'humanité. Si on prend l'utilisation d'outils comme ce qu'on appelle l'Homo faber, la première personne qui a fabriqué du coup certains outils, ou même les Homo sapiens avec l'utilisation d'outils, notamment genre le silex, qui a été un des premiers outils pour pouvoir justement découper des choses, etc., que nos griffes ne pouvaient pas, nos dents non plus. Et ça, pour moi, ça pourrait déjà être un peu de la technologie. Ok, donc un outil qui permet de réaliser quelque chose qu'on ne sait pas réaliser nous-mêmes. Bah ouais, je pense qu'on pourrait, parce que, alors, je ne connais plus assez en grec, mais il y a le mot techné qu'il faudrait regarder. Qui désigne la production, la fabrication ou encore l'action efficace. Notion Ouais. majeure dans la philosophie occidentale, elle apparaît dans la philosophie grecque durant l'Antiquité. Source Wikipédia. Ben ouais, c'est pour ça que je trouve qu'on pourrait, si on a ce truc-ci, techné et logie, techné logos, ce serait la science de l'outillage, la science de la fabrication d'objets ou de l'utilisation d'objets. Et c'est pour ça que je voulais étendre la technologie à des choses qui sont pas purement informatiques ou plus complexes ou quoi que ce soit. Je Par pense exemple, les lunettes que tu portes, c'est de la technologie. ouais. Et en fait, ce qui se passe derrière la technologie, et c'est là où je voulais en venir, il y a un type que j'ai étudié en master qui s'appelle, je sais plus comment, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Natural Born Cyborg, où en fait, il explique que dans ce bouquin, qu'on serait naturellement des cyborgs dans la mesure où dans le cyborg, c'est le mélange des deux, le mot valise de cybernétique et d'organisme. Et ce qui fait qu'un cyborg, normalement, c'est quelqu'un qui aurait de la technologie en lui, notamment, genre de Robocop, par exemple. Seulement, ce type dont je ne sais plus le nom, euh, et ça me frustre, Andy Clark. ouais, c'est ça. Purée. Voilà. Source Amazon. Ok. Ah, il faut citer les sources, hein. Ah oui, ouais. Ouais. Bah, remarque, Amazon, ça peut être bien pour sourcer les bouquins. Mm. Donc, ouais, Andy Clark qui explique du coup dans ce bouquin qu'on serait né naturellement des cyborgs, donc on serait né naturellement de cyborgs dans la mesure où notre rapport au monde se fait par le biais d'outils, se fait par le biais de techniques, là où, je sais pas, un autre animal utiliserait ce dont il est doté de manière naturelle. Les griffes pour le tigre, les dents pour l'alligator, pour le castor ou quoi que ce soit. Alors, on n'est pas les seuls êtres vivants à utiliser la technologie. Tu vois, on pourrait très bien dire que certains oiseaux ou singes qui utilisent des pierres pour casser les noix ou les choses comme ça pourraient utiliser la technologie. Ils seraient peut-être cyborgs. Là où ce que dit Andy Clark, c'est que on a tendance du coup à, comment dire, assimiler le transhumanisme, la cybernétique, etc., uniquement à des trucs qu'on vient ajouter à notre corps, là où en fait ce serait notre condition proprement humaine qui nous oblige, d'une certaine manière, à adopter
la technologie. Je sais pas si tu arrives à me suivre ou si je pars trop loin. Ouais, c'est notre façon d'avoir été conçu et d'être qui fait que naturellement, on va utiliser des outils là où d'autres animaux sont autosuffisants pour vivre dans leur environnement. Nous, on n'est pas autosuffisants pour vivre dans notre environnement. C'est ça. Mais est-ce C'est que c'est pas le... nous qui avons fait évoluer l'environnement? Par exemple, le Fordisme, la voiture, le moteur à explosion, toutes ces choses-là ont été faites pour améliorer la vie humaine, mais pas pour. Mais au fond, on arrive à vivre avant très bien sans. Mhm. Bah ouais, mais il y a ce rapport au monde proprement humain qui est que on adapte. C'est ça qui est assez fascinant, c'est que en transformant le monde, on se transforme nous-mêmes. Je pense que si on reprend un Homo sapiens, même s'il nous ressemble grosso modo, je pense qu'il y a quand même, il avait peut-être beaucoup plus de force, beaucoup plus d'endurance, une mâchoire peut-être plus carrée par rapport à l'alimentation qu'on avait, et peut-être le néocortex n'était pas totalement développé, donc peut-être que son crâne était plus petit. Mais en transformant le monde, on sait en même temps transformer, et le fait de se transformer provoque la transformation du monde, etc., etc. C'est ça qui est assez ouf, et c'est ça qui amène certaines personnes à parler d'anthropocène, dans le fait que l'activité humaine transforme même la géologie, du coup, de la planète. Et c'est ça Ouais, qui est assez ouf avec les humains. ouais. C'est qu'on a quand même un pouvoir assez important sur notre environnement. Mhm. Là où d'autres animaux, c'est pas forcément le cas. Ouais. En fait, ils s'adaptent à leur écosystème, là où nous, on agit sur l'écosystème, en bien ou en mal d'ailleurs. Mhm. Oui, bien sûr. Ouais. Je pense qu'il y a une forme d'adaptation, mais c'est vraiment une boucle, quoi. On s'adapte à l'adaptation qu'on a mis en place. Ouais. Et pour parler de cette notion de bien ou mal, la question que je me pose, c'est la technologie, c'est bien ou c'est pas bien? Parce que quand on voit des films comme Terminator ou Ouais. Schwarzenegger qui bute tout le monde, Sarah Connor et tout, et Mhm. puis, euh, et puis en même temps, quand tu vois que la technologie d'aujourd'hui permet de sauver des vies en termes de chirurgie, en termes de conservation Mhm. d'organes, en termes de plein de choses, on arrive à un stade où aujourd'hui, la technologie peut faire à la fois des merveilles comme elle peut créer des désastres. Mhm. Euh, comment, comment on peut avoir un œil objectif sur cette technologie, sachant que j'ai l'impression que le bombardement de l'information fait qu'on penche plutôt d'un côté ou de l'autre. Par exemple, on a fait un épisode sur la guerre il n'y a pas longtemps. Prenons Mhm. l'exemple de la bombe atomique. Ouais. C'est un outil qui est technologique, qui est une merveille de technologie, mais qui est aussi un outil de dissuasion massive Mhm. politique, quoi. Ouais. Ouais, carrément. C'est pour ça que c'est pas. Moi, j'adopte le point de vue de Spinoza, où il dit que qu'il dit ni rire, ni haïr, ni pleurer, mais comprendre. Où en fait, pour lui, chaque chose est complètement neutre, et c'est le jugement qu'on va porter dessus qui va la rendre bonne ou mauvaise. Tu vois, je sais pas, si on reprend le cas de la bombe atomique, c'était mauvais pour les Japonais, il est vachement bien pour les Américains, Hmm. dans les bombardements. Mais c'est pour ça que c'est un peu trop facile, je trouve, d'accuser la technologie de perfidie, de mauvais ou quoi que ce soit. Toi, avec un couteau, tu peux couper des carottes ou tuer des gens. Et tu peux, même avec une petite cuillère, tu peux tuer quelqu'un. Alors, je sais pas comment, mais je suis sûr que c'est possible. Et c'est pas l'objet qui a à bannir. C'est comme les personnes qui accusent les réseaux sociaux de nous abrutir. Alors, c'est pas faux, mais tout mettre sur le dos des réseaux sociaux, ce serait un peu oublier la responsabilité qu'on a de l'usage qu'on en fait. Ouais. Mais en même temps, cette technologie-là a été façonnée de telle manière à déclencher en nous toutes les pulsions de, de dopamine possibles. Mhm. Ah, j'ai reçu une notification. Ouais. Ah, je vais aller voir dans le fil d'actualité. Il est aléatoire, donc Mhm. ça me donne envie d'aller voir. Donc j'ai une récompense qui est à chaque fois Mhm. différente.
ils utilisent tous les mécanismes possibles et imaginables pour nous Mhm. rendre addicts au truc. Donc, Ouais. quel est... Alors, j'entends le fait que, bah oui, mais on a notre part de responsabilité, mais à quel point on peut considérer que une technologie est si neutre que ça, dans la mesure Mhm. où elle a été faite pour nous rendre addicts. Ouais. Ouais, ça, pour le coup, c'est ça qui est délicat. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les pulsions qu'on a à travers les réseaux sociaux, on les avait avant que les réseaux sociaux existent. C'est juste que ça les a mis en exergue. C'est, tu vois, c'est un petit peu comme, si on reprend le cas de la bombe atomique, on n'a pas attendu la bombe atomique pour faire des massacres. On n'a pas attendu comment dire, la technologie, surtout depuis la révolution industrielle, a, je trouve, plus mis en exergue ou a révélé tous les mauvais penchants ou les bons penchants de la nature humaine. Ça a juste accéléré la chose. Mais je pense que tu mets la technologie entre les mains d'Homo sapiens d'il y a, je sais pas, 20 000 ans. Je suis sûr que finalement, il y en a qui feraient des choses formidables, peut-être pour chasser, cueillir, etc., plus rapidement, et d'autres qui se foutraient sur la gueule. Parce que faut pas entrer dans le délire de, comment dire, la sagesse des anciens, au sens de vraiment les peuples anciens, quoi. Je pense que tu mets la technologie dans les mains de personnes il y a 20 000 ans, ils feraient tout aussi un usage, le même usage que nous. Parce que je pense que le cerveau humain fait qu'on réagirait de la même manière. Hmm. Ouais, avec toutes ces merveilles et toutes ces Mhm. déviances. Ouais. Ouais, parce que pour parler d'un outil d'actualité, actuellement, c'est ChatGPT, Ouais. qui est en train de faire fureur et qui se base sur l'intelligence artificielle pour créer à la volée, vraiment, Mhm. des messages et des réponses qui sonnent de manière très naturelle à des Mhm. questions qu'on peut leur poser. Donc, tu as l'impression que tu parles à un humain. Ouais. Et j'avais vu une vidéo où il expliquait bah, il faut quand même réguler ce genre d'outils parce que tu peux écrire un truc du style donne-moi le moyen le moins cher pour éradiquer 50% de la population. Ah bah, Ouais. faut que tu deviennes Thanos dans les Avengers. Mais du coup, ce genre de questions, mais là, on rentre vraiment dans une question éthique. Mhm. Quelque part, c'est aussi très philosophique de Carrément. est-ce que la technologie, est-ce que la technologie doit être régulée ou pas? Mhm. Bah, moi, j'aurais tendance à dire oui, mais je sais pas par qui. Parce que ça peut être le rôle de l'État, mais le problème, c'est que plus on donne de pouvoir à l'État, plus il peut, du coup, nous faire peur en disant c'est pour votre bien et on peut vite aller dans un monde un peu orwellien. Si c'est par les sociétés qui doivent réguler ça, en fait, c'est un petit peu, si on reprend le cas de Twitter, tu vois, il y avait sur Twitter, tu as des personnes qui arguent vraiment des diffamations, de la haine ou je sais pas quoi. Par exemple, Trump qui s'est fait éjecter de Twitter. Est-ce que c'était au patron de Twitter, donc avant Elon Musk, de réguler ça ou est-ce que c'était à l'État ou quoi que ce soit? Du coup, si ça doit être régulé, est-ce que ça doit être par l'État ou est-ce que ça doit être par les créateurs de ChatGPT? Hmm. Mais du coup, est-ce que les créateurs de ChatGPT sont capables de réguler comme il faut? Enfin, et qu'est-ce que ce serait une bonne régulation? Ça, pour le coup, peut-être que comme l'IA, elle apprend en faisant, peut-être que si on lui apprend juste à détecter des messages de haine, comme le ferait un humain lambda qui n'a pas forcément envie de répondre à la question comment éradiquer la moitié de l'humanité. Peut-être que ça pourrait être une forme de régulation. Hmm. Ouais. Et c'est intéressant le fait de dire que finalement, ça ne crée pas la haine, Mhm, ça, ça la met en lumière et parfois, ça peut l'exacerber, effectivement. mhm. Mais à ce moment-là, avant, comment on faisait? Parce qu'aujourd'hui, quelque part, en, en t'écoutant, j'ai l'impression que la technologie est une sorte de réceptacle de toutes ces pulsions de haine et de méchanceté, mais qui Ah, sont nécessaires parce on les ressent tous, même mhm.
quand on se targue d'être blanc comme neige, Ouais. finalement, on n'est pas tant que ça. Mhm. Comment on faisait avant pour gérer ça? Et est-ce qu'il n'y avait pas plus de déviance avant la technologie qu'après une technologie qui permet d'assouvir cette... Toi, on va prendre le milieu du porno, par exemple. Ouais. C'est de la technologie, mais qui permet d'assouvir des pulsions parfois sexuelles, parfois autres. Mais avant, euh, en fait, je me demandais, bah, à l'extrême, est-ce que ça tourne pas en viol, en choses comme ça? Mhm. En fait, je me demande, Ouais. est-ce que c'était vraiment mieux avant la technologie? Mhm. Bah, après, je dis pas que la technologie est un réceptacle à toutes nos pulsions, je dis juste que, en fait, c'est un peu comme l'alcool, tu vois. Et ça va te désinhiber, que tu peux être hyper bien, et puis tu bois, je sais pas combien de verres, et c'est là où ça va pas forcément révéler ton vrai visage, mais si tu avais par exemple passé une mauvaise journée, ou si tu vis un mauvais mood en ce moment, tu vas te mettre à chialer et dire, ah, la vie est foutue, c'est de la merde, etc. À l'inverse, si tu passes un bon moment, de manière générale, tu vas faire ah, c'est trop bien la vie, ouais, ouh, encore un coup à boire, etc. Pour moi, la technologie permet ça au sens où maintenant, si t'as passé une mauvaise journée, tu as même des gens, ils se filment en train de pleurer en live avec leurs abonnés pour dire, alors je sais plus si ça a un terme ou je sais pas quoi, pour justement libérer un petit peu toute cette tristesse, etc. Et c'est-à-dire que maintenant, tu vois, si je suis pas content, par exemple, je vais faire une story sur Insta et ça peut être diffusé un peu partout dans le monde. Alors que avant, c'est pas que c'était mieux, c'était que je pouvais pas. Donc je devais me garder cette pulsion et la renfermer en moi. Mais surtout, je pense qu'avant, tu avais, en tout cas dans les sociétés occidentales, tu avais la toute-puissance de l'Église qui disait, bah voilà, si vous faites pas des choses bien, vous allez aller en enfer. Et comme les gens y croyaient vraiment, très peu, je pense, osaient du coup comment dire, sortir des sentiers battus ou quoi que ce soit. Est-ce qu'il y avait plus de viols ou je sais pas quoi? On a envie de croire que oui, parce qu'on nous dépeint souvent un Moyen Âge assez barbare ou je sais pas quoi. Mais je sais pas si c'était vraiment si barbare que ça. Alors si on brûlait les gens, on brûlait des sorcières ou quoi que ce soit, c'était les mœurs. Mais est-ce qu'il faut vraiment juger le Moyen Âge avec nos yeux de 21e siècle? Je sais pas. Hmm. Donc effectivement, il y a de moins en moins de guerres, il y a de moins en moins de famines, il y a de moins en moins de maladies, etc. D'un point de vue vraiment, vraiment global, humanitaire, on est de plus en plus sage. Mais est-ce que tout ça ne fait pas qu'on contient beaucoup trop de choses en nous et que finalement la guerre, elle est peut-être pas en dehors des pays, mais à l'intérieur de nous. Peut-être qu'il y a de plus en plus de suicides au fur et à mesure des temps. Hmm. Alors, je dis pas qu'il faut qu'il y ait la guerre pour justement libérer nos pulsions, c'est pas ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il n'y a pas que la technologie qui fait qu'on pense que la société va mal. Il y a le manque de repères au fait qu'on ne croit plus en rien, ni même en soi-même. Il y a le relativisme qui dit bah, si tout se vaut, donc qu'est-ce que moi je vaux? Bah, je vaux pas mieux que machin, je vaux pas mieux que ça, etc. Que Joule vaut pas mieux qu'un Beethoven, etc., etc. C'est vrai, c'est au sens où c'est complètement différent. Mais de là à dire que Joule est l'équivalent d'un Beethoven, ce sera un grand manque de repères. Hmm. Ouais, J'ai ok. l'impression de passer pour un vieux con. Non, non, je me pose une autre question qui est que, au fond, euh, lorsqu'on, j'ai l'impression que la technologie, elle nous a amené à penser et à vivre différemment, dans la Mhm, mesure où avant, on était plutôt dans des personnes qui détenaient la connaissance, et du mhm. jour où Internet est arrivé, la connaissance s'est éparpillée partout Ouais. et est devenue accessible instantanément à tout le monde. Donc, finalement, cette technologie-là a diminué la valeur de la connaissance Mhm.
Et ça a fait émerger une autre valeur qui était plutôt les personnes qui étaient capables de l'agréger, de dire, Mhm. bah, voilà, les 3 meilleurs livres, parce que Ouais. maintenant, on était en surabondance d'informations, du coup, bah, le tri de l'information est devenu hyper Mhm. important. Ouais. Petit à petit, le tri de l'information est devenu de moins en moins important à mesure qu'il y avait de plus en plus de personnes qui faisaient ça. Mhm. Et par la suite, ça a été le fait de pouvoir créer des ponts entre les différents domaines en disant, Ouais. bah oui, en fait, l'art, c'est un peu comme la vie. De la même manière que moi, je dis aujourd'hui que l'aquarelle, c'est une métaphore de la vie. Mhm. Et la manière dont tu pratiques, c'est la manière dont tu es aussi dans la vie. Ouais. Pas en totalité, mais en partie. Et du coup, j'ai l'impression que ce sont plutôt ces créateurs-là qui ont émergé en créant des concepts qui n'existaient pas ailleurs. C'était plutôt des créateurs de concepts et nouvelles, euh, de nouveaux liens Mhm. différents domaines. Et là, j'ai l'impression qu'avec l'intelligence artificielle, on arrive à un point où ça commence à perdre un peu de son importance, la création Mhm. des liens, la création le fait de pouvoir trier l'information très rapidement. Et peut-être que ça va créer une nouvelle émergence de, de façon de penser Mhm. et de façon de vivre. Oui. Parce que la question que je me pose aussi, c'est, ouais, mais par exemple, ma fille, quand je lui fais ses devoirs, ben, c'est quoi les devoirs? Elle doit apprendre la poésie, les 6 premiers Mhm. vers. Elle doit faire du calcul mental. Euh, mais ça, finalement, est-ce que c'est toujours aussi adapté à la façon dont on vit aujourd'hui? Parce que quand j'ai vu la table de calcul mental, je me suis dit, bah ouais, mais ça, en fait, tu as la réponse où que tu veuilles. Ouais. Donc, c'est que ça doit développer autre chose, certes, mais est-ce que notre façon d'éduquer aujourd'hui est toujours adaptée à la technologie d'aujourd'hui? Mhm. Ouais, je pense pas. Euh, pour avoir enseigné pendant plusieurs années, non, clairement pas. Je pense elle était peut-être très bien à une époque, parce que finalement, tu vois, la manière d'enseigner toujours en 2023, elle n'est pas si différente d'il y a 70 ans. Sauf que la société d'il y a 70 ans, donc en 1950, tu vois, l'après-guerre, elle est complètement différente de notre manière de faire. Et je pense que les calculs mentaux, etc., je pense que c'est utile parce que ça entraîne le cerveau à faire certaines choses. Tu vois, le but de faire 5 x 9, 45, c'est 47? 5 x Hein. 9, 45, je crois que je dis pas de bêtises. On s'en fout que ça fasse 45. Oui, c'est vrai, mais c'est surtout l'association, je pense, qui est importante. Et ça, tu peux le faire avec plein d'autres choses. Le- L'intelligence artificielle va encore une fois faire je pense, le tri entre les bons et les mauvais créateurs, entre les plagieurs et les créateurs, entre ceux qui veulent aller plus loin que la surface. Je pense que c'est toujours ça, en fait. J'ai l'impression qu'il y a et ça, de toute technologie, j'ai l'impression, qu'il y a toujours tu peux très bien en faire un usage classique, tu vois. Genre, tu peux te contenter de connaître les 3 livres les plus lus et les lire. Et t'en tenir, ok, bah, j'ai lu les 3 meilleurs livres. Ouais, mais est-ce que tu as eu la curiosité suffisante de ce petit auteur-là qui développe une idée vachement bien, euh, alors que alors qu'il est inconnu et que cette idée pourrait changer ta vie? Ouais, dans la philosophie, c'est comme ça. Il n'y a pas que Platon, Kant, Descartes, hein. Il y a aussi Gassendi, Husserl, bon, même si Husserl il est connu, Kierkegaard, Brecht, je n'ai jamais prononcé son nom, etc., qui sont des plus petits philosophes, mais qui des fois ont des pensées beaucoup plus précurseurs que les grands noms, quoi, ou complètement différentes et beaucoup plus adaptées. Ouais, c'est comme dans le stoïcisme, on connaît beaucoup, tout le monde dit, ah, Marc Aurèle, oui, c'est vachement bien. Mais il y a aussi Chrysippe, il y a aussi Musonius Rufus, etc., quoi, qui sont des précurseurs. Et je pense que l'IA, notamment GPT, pour créer du contenu, c'est, ça peut être bien, mais je pense que ça peut être bien pour trouver des idées quand on n'a pas. C'est vraiment l'assistant que ça doit être, je pense.
Et c'est ça pourquoi que je milite d'une certaine manière. C'est que avant, donc les Grecs avaient la scolée, l'Empire romain avait l'otium, le négoce et l'otium, parce que les citoyens pouvaient s'adonner à l'otium, c'est-à-dire vraiment le loisir, la philosophie, l'astrologie, la politique, etc. Et les esclaves, ça faisait tout ce que les êtres humains, en tout cas les citoyens, ne voulaient pas faire. Et l'idée, je trouve, avec l'IA, c'est de revenir peut-être à ça. Je ne veux pas que ce soit des esclaves ou quoi que ce soit, mais tu vois, il y a beaucoup de personnes qui militent contre les caisses automatiques parce que ça enlève les emplois. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que vraiment quelqu'un se lève le matin en disant, toute ma vie, j'ai voulu être hôte ou hôtesse de caisse. C'est ma passion. Je suis pas sûr. Si cette personne avait un autre moyen de générer de l'argent, ça lui poserait pas de problème qu'on remplace son boulot. Ouais, et ça, c'est considéré qu'il y a une manne de boulot dans le monde qui est finie. Ah ouais, complètement, ouais. De la C'est-à-dire que même, ouais. si la machine remplace ce boulot-là, ce boulot disparaît, Mhm. mais du coup, il n'y en a pas un autre qui est créé. Alors que, en fait, on se rend compte aussi que la technologie a amené énormément. Bah, par exemple, nous, nos entreprises, elles n'existeraient pas s'il n'y avait pas Internet. Ouais, on Ou en pourrait tout cas, tout. elles n'existeraient pas sous cette Mhm. forme-là. Non, c'est clair. Le podcast qu'on a là n'existerait pas. Mm, Ou encore, on aurait dû se rencontrer, je sais pas comment, pour avoir un studio avec des bandes passantes, enfin, tout des trucs comme ça. mm. Mais c'est comme, voilà, avant, les agriculteurs avaient des chevaux de trait pour labourer leurs champs, etc. Quand le moteur à explosion a pris le vent en poupe et qui a été remplacé, les chevaux n'ont pas manifesté contre le fait qu'ils n'avaient plus de boulot. Ouais, et ça ne veut pas dire qu'il y a moins de chevaux aujourd'hui. Non. C'est juste qu'à un moment, enfin après je sais pas, je l'ai pas compté, mais, mais par contre, là, il y a une grande question qui va se poser, c'est que si l'IA peut remplacer tous les boulots qui, on va dire, n'apportent pas beaucoup de valeur, sans dénigrement, c'est juste que bah, ça n'apporte pas beaucoup de valeur à l'échelle de l'humanité, certains boulots, qu'est-ce qu'on va faire des humains? Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces humains qui ne savent pas quoi faire de leur vie, mais ils doivent bien générer de l'argent pour vivre. Et, euh, et du coup, on ne sait pas trop ce qu'on va faire. Alors, il y aura peut-être des nouveaux boulots. Comme tu vois, le web designer, ça existe uniquement parce qu'Internet existe. Euh, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a, je sais pas, le codeur, je sais même pas, c'est pas, même pas un nom de métier, ça, codeur. Enfin, Développeur, quoi. développeur, ouais. Je suis vraiment une personne âgée. Codeur. Développeur, c'est pareil, c'est un métier qui avant n'existait pas, etc. Mais genre Jean-Jacques qui a 47 ans, qui voilà, va voir son métier disparaître, qu'est-ce qu'il va faire de sa vie? Il va peut-être pas apprendre le code à 47 ans, tu vois. Mais pourquoi pas? Et pourquoi pas, c'est sûr. Mais il va falloir s'adapter, du coup, et, avec une capacité de curiosité, de découverte. Hmm. Et tu dis que si l'IA remplace les jobs euh, une... qui apportent pas tant de valeur que ça, et pourquoi l'IA ne remplacerait pas également les jobs qui apportent de la valeur? Par exemple, je pensais à... Peut-être qu'un jour, ça va exister, ce scénario où tu as ton enfant, il va à Mhm. l'école, et il y a une maîtresse ou un maître qui se présente et qui dit: Bonjour, je suis l'intelligence artificielle. Ouais. Et là, en fait, tu es soulagé parce que tu dis: Ah ouais, en fait, je vais avoir la crème de la crème de Mhm. l'instruction. Je vais avoir le meilleur professeur qui va s'adapter, qui sera jamais fatigué, qui sera toujours de Mhm. bonne humeur et qui donnera toujours les bons devoirs à la bonne personne en fonction de là où l'élève en est. Et, et là, pour le coup, c'est quand même un métier à haute valeur, mais je Ouais. me demande si on arrive à ça un jour, en fait, est-ce que ce sont vraiment les métiers euh, à faible valeur qui vont être remplacés en premier ou plutôt les métiers à haute valeur ajoutée qui vont être remplacés Mhm. en premier? Tu vois, même l'art, on se rend compte que Ouais. l'intelligence artificielle peut créer des œuvres d'art de toutes pièces. Mhm. Alors que Carrément. on se dit, bah oui, mais ça, c'est un peu le dernier bastion
auquel l'IA pourrait s'attaquer. Mhm. La Ouais. création artistique qui vient vraiment de l'âme humaine. Mhm. Bah non, mais même ça, quelque part, ça peut être codé, ça peut être compilé, ça peut être répliqué. C'est ça qui est incroyable. Mhm. Et du Ouais, coup, carrément. tu te demandes où est-ce que, jusqu'où ça peut aller. Mhm. C'est clair. Non, mais et effectivement, là, tu vois des IA comme Dali ou Mindjourney, quelque chose de. Elles s'attaquent plus au domaine de l'art que à des métiers. Alors, quand on dit qui apportent peu de valeur, c'est pas d'un point de vue élitiste, c'est juste comme ça. Mais il me semble qu'il y a déjà au Japon une classe où c'est une IA un robot qui enseigne. Mais je pense que là où la limite, ça va être à l'humain de la fixer, je pense. Parce que même un boulot comme le mien, on pourrait très bien imaginer une IA où tu dis toutes les questions que tu poses et le coach pose les bonnes questions ou t'apporte les bons conseils. Ça pourrait très bien exister. Mais je pense que ce qui ne va pas pouvoir être remplacé, c'est l'effet que ça fait de le faire avec un humain. Alors peut-être que pour l'art, ça va être un peu plus délicat en tant que, non pas créateur, mais en tant que spectateur. On pourrait très bien imaginer une IA qui peint sur ordi et que c'est imprimé sur une toile, on met un effet vraiment de peinture, un magnifique trompe-l'œil. Et en tant que spectateur, je pense pas que tu pourrais vraiment faire la différence. Par contre, c'est vraiment ouais, l'expérience que c'est de le faire avec un humain qui va, euh, qui va être la nouvelle donne, je pense. Ouais, parce que finalement, tu te demandes, à terme, quelle serait vraiment la différence entre l'homme et la machine? Mhm. Et du coup, on en vient à, mais qu'est-ce qui définit vraiment la nature humaine, quelque Ouais. part? Mhm. On parlait de conscience, enfin, je sais même pas si on a déjà parlé, d'ailleurs, la conscience humaine. Ouais, mais si Ouais. celle-là même peut être répliquée par une machine, Mhm. qu'est-ce qui appartient vraiment à l'homme? Bah oui. Non, j'ai pas forcément la réponse à cette question. Qu'est-ce qui pourrait... Je pense qu'il y a le degré de conscience, à mon avis, qui peut être différent, où ouais, il y a on dirait le premier degré de conscience, ce serait d'avoir conscience d'être là, dans un environnement, je suis dans mon bureau, je suis occupé de parler avec toi. Le degré numéro 2, ce serait que j'ai conscience d'avoir conscience, d'être là, dans mon bureau, à parler avec toi. Et le troisième degré de conscience, ce serait peut-être quelque chose qui pour le moment s'explique pas, parce que c'est un grand débat en philo. Les tenants, t'as David Chalmers qui dit que la conscience pourrait être une des lois fondamentales telles que la gravitation. Et en fin de compte, tout aurait une forme de conscience à différents degrés, du simple ver de terre à mon chat, à mon chien, à toi, en passant par peut-être un atome, tu vois, il y a vraiment un tout petit degré de conscience. Et un autre philosophe qui s'appelle Dennett, qui dit que finalement la conscience, c'est juste que pour le moment, on ne peut pas l'expliquer, mais on pourra l'expliquer comme on explique la respiration. Mais alors, qu'est-ce qui fait qu'une IA pourrait avoir le même degré de conscience que nous? Je ne sais pas si elle pourrait avoir vraiment la capacité de se projeter morte, par exemple. Tu vois. Je pense que ça peut être notre finitude qui pourrait faire la grande différence entre l'IA et l'être humain. Et cette peur de la finitude. Ouais, ouais, est-ce que c'est. Ouais, parce qu'il y a aussi ces émotions. Est-ce qu'une IA peut vivre une émotion? Elle peut la simuler, Ouais. mais est-ce qu'elle peut la vivre? Est-ce qu'elle peut vraiment ressentir la peur ou en tout cas la tristesse aussi de la perte d'un proche? Mhm. Est-ce qu'elle peut sentir quelque part, nous, on sent comme tu dis, la finitude, une forme de dégradation. On le sent dans notre corps, on le sent Mhm. dans notre mental. Parfois, on percute plus aussi vite qu'avant. Et est-ce que c'est pas notre imperfection qui nous rend vraiment différents à ce moment-là? Je pense, oui. Mais c'est toujours en fait du point de vue individuel et collectif. Tu vois, si on prend une IA qu'on met dans un humanoïde ou vraiment un trompe-l'œil, quoi. Euh, comme dans IA, le film de Spielberg.
Elle pourrait très bien simuler bah tiens, on va faire une expérience de pensée. On prend un Rémi IA, c'est ton clone, sauf que c'est une IA, et un Rémi, toi vraiment. S'il y a l'un des deux simule à la perfection la peur, toi, tu vois un ours, l'IA, elle simule la peur, toi, tu te mets à avoir peur. D'un point de vue du spectateur, ce serait pas forcément possible de voir la différence. Et c'est vraiment d'un point de vue individuel, dans l'expérience que ça fait d'avoir peur, c'est la phénoménologie, l'effet que ça fait, qu'on pourrait du coup distinguer l'IA d'un être humain. Hmm. Mais d'un point de vue extérieur, ce serait très compliqué. Et, Ouais. et on l'a avec du coup toute la musique et la peinture, où des fois on montre des choses, on dit voilà, est-ce que ça a été fait par une IA ou un humain? Et ça, c'est difficile de forcément le savoir. Ouais. Et il se peut que dans un futur qui soit pas si lointain que ça, il y ait des œuvres du style Human, voilà, c'est créé par l'humain, quoi. Ouais. C'est créé Toi, tu par dirais l'IA, made in France, made in France, ce serait made in human. made in Mais, human, ouais. mais, IA. mais effectivement, on pourrait très bien imaginer et là, ça va être encore du business, hein. Mais par exemple, une maison de disques où les artistes seront des IA Ouais. et ce Et serait des qui millions d'écoutes. performeront mieux que les artistes humains. Mhm. Ouais. Pour en Ouais. faire des concerts de 10 heures d'affilée. H24, 7 jours Ouais. sur 7. Mais il y a un petit peu ça. Tu prends le groupe Gorillaz, finalement, c'est pas un vrai groupe quand il pense. C'est Dan Harmon, qui était le mec de Blur, qui composait tout, mais le groupe, c'était les images de synthèse. Hmm. C'était alors je sais pas comment on appelle ça, un métagroupe ou je sais pas quoi. Mais on pourrait très bien imaginer un groupe de musique composé par, je sais pas, Amsterdam, et puis ce serait 3 IA. Hmm. Ouais. Et du coup, la nouvelle question que je me pose, c'est comment mieux vivre la technologie? Comment, parce qu'elle est inéluctable. On l'a Mhm. vu à travers l'histoire, la technologie n'a cessé d'évoluer jusqu'à atteindre un point où j'ai l'impression que c'était comme ça, comme ça, comme ça. C'était flat pendant la préhistoire, Ouais. même s'il y a eu des jumps technologiques. Mhm. Mais là, avec Ah ouais, Internet, ouais. Mhm. l'arrivée de l'intelligence artificielle, on arrive sur ce point d'inflexion où on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Mhm. Comment ne pas succomber au côté vertigineux de la chose et comment, au contraire, s'adapter à cette mouvance dans laquelle on est, hein, qui n'est même pas en train d'arriver, Mhm. dans laquelle on est Ah déjà. ouais, bien sûr. Bah, je dirais qu'il faut à la fois faire comme Sextus Empiricus, grand tenant du scepticisme, qui est de suspendre son jugement. En mode, je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est mal, je reste sceptique. Et après, être plus spinozien pour vraiment comprendre, en fait. Parce que c'est un petit peu comme quand, en fait, c'est un peu comme tout changement dans l'humanité. L'humain n'aime pas le changement. Euh, Au départ, tu as toujours les gens on pourrait appeler les early adopters, qui, ah bah c'est génial, c'est trop bien, etc., c'est l'avenir. Et d'autres qui vont à l'inverse, dire, bah non, c'est affreux, ça va piquer notre travail, etc. Comme il y a eu avec les vagues d'immigration. Tu as plein de gens qui étaient, ah, affreux, ils vont piquer notre travail, etc. Alors que pas du tout. Et d'autres qui étaient, ah, c'est génial, bienvenue, etc. Alors que, bah, en fait, non, faut juste être neutre, comme ça. Et apprendre à connaître, du coup, comprendre, pour se rendre compte que les IA peuvent à la fois être de bons outils ou des esclaves le, ou nous esclavagiser selon vraiment l'usage qu'on en fait. Hmm. Mais pour ça, il faut je trouve que c'est toujours ça, prendre du recul, suspendre son jugement et essayer de comprendre le mieux possible. Ouais. Et peut-être que ce qui peut aider, c'est au lieu de se dire, mais, ça va prendre mon boulot, ou en tout cas, ça va me retirer une forme de liberté que j'ai aujourd'hui, Mhm. on peut se poser la question, mais à côté de ça, qu'est-ce que ça peut m'apporter aussi? Quelle Bah, bien sûr, ouais. opportunité, Mhm. aujourd'hui, je ne vois pas, ça peut m'apporter? Mhm. Est-ce que c'est, ouais, le boulot dans lequel je suis, est-ce que je pourrais en trouver peut-être un plus épanouissant? Mhm. Ou, ouais, le lieu dans lequel je vis, peut-être que je pourrais en trouver un autre plus épanouissant. En fait,
l'arrivée de la technologie, c'est à chaque fois, il y a des disruptions qui font Mhm. que ça crée des drames, mais ça crée aussi plein d'opportunités. À qui veut bien les voir et à qui veut bien Mhm. les saisir. Carrément. Ça, pour le coup, ça dépend que de soi. Ouais, c'est ça. Ouais. Mm. Ok, cool. Bah, je pense qu'on peut terminer là-dessus. Ouais, carrément. Bah, on espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez retrouver tout ce qu'on fait, Simon et moi, en description de cette vidéo. Et sachez également que cet épisode est présent sur toutes les plateformes de podcast. Merci à vous et à bientôt. Salut. Bonvenue. Bonvenue. Bonjour. Comment ça va? Ah bah, ça va. Bonjour, ça va?